Pendant longtemps, j'ai mené une existence insouciante. Alors bien sûr, j'étais conscient du changement climatique en cours, et comme tout le monde, je faisais des efforts. Bon, j'avoue qu'à cause de mon métier, je prenais souvent l'avion, mais à côté de ça, je triais mes déchets. J'achetais local autant que possible. Je faisais attention à ma viande. Je suivais mon bon sens, en fait. D'ailleurs, y en a-t-il ici qui ont du bon sens? Ouais. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lever la main tous ceux qui ont du bon sens? Super. Toujours à main levée, qui parmi vous savait qu'en France, la majeure partie de l'énergie qu'on consomme vient du nucléaire? Toujours à main levée, qui parmi vous savait qu'en matière d'alimentation, il vaut mieux acheter local que, par exemple, acheter des fruits exotiques? Super. Beaucoup de bon sens dans cette salle, merci beaucoup. Eh bien, sur ces deux questions très simples, tous ceux qui ont levé la main, votre bon sens vous a trompé. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Au regard du reste du monde, on vit ici en France des vies plutôt confortables. Je veux dire qu'on a presque tous accès à l'eau potable, l'électricité, les hôpitaux, les écoles, la sécurité sociale. Nous sommes dans une société d'abondance, mais qui vit aussi, vous le savez, très au-delà des frontières planétaires. Vous en avez forcément entendu parler, ce sont ces frontières qu'il faudrait ne pas dépasser pour que l'humanité puisse continuer de vivre dans un écosystème sûr et durable. Ces frontières, il y en a 9, et on en a déjà dépassé 6. C'est dramatique, je le sais, vous le savez aussi, mais personnellement, pendant longtemps, je me demandais ce que je pouvais bien y faire, vu que je faisais déjà des efforts. Je me demandais si c'était pas un peu la faute des Chinois, tout ça, si c'était pas aux entreprises d'adapter leurs offres, à l'État de réglementer. Et puis le jour où j'ai appris que les 10 000 pages des rapports du GIEC avaient été synthétisés dans des résumés de seulement 30 pages, je les ai lus. Et j'y ai appris, entre autres, que le plus gros problème, c'est pas tellement que l'atmosphère va se réchauffer de quelques degrés en soi, mais que ce réchauffement va causer des événements climatiques extrêmes, sécheresse, canicules, inondations, etc., tellement souvent, dans tellement de zones du monde en même temps, que nous nous exposons à ce qu'une année, on ait un défaut de production alimentaire mondiale, ce qui conduirait à une famine mondiale, et c'est ce que le GIEC appelle l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. J'ai creusé un peu plus et on y apprend, entre autres, que entre le moment où mon grand-père avait mon âge et maintenant, on a détruit 3/4 des mammifères de la planète et on a vidé les océans de 4/5 de leurs poissons. En fait, c'est bien simple, on est sur une trajectoire qui nous amène en dehors des conditions requises pour un monde vivable. C'est comme ça que c'est écrit. Et puis, j'ai réalisé une chose capitale. Je me suis dit qu'un jour, mes enfants, mes filles allaient apprendre ça et que, peut-être, légitimement, elles se tourneraient vers moi en me demandant « Mais toi, papa, quand t'as su, t'as fait quoi ?» Alors j'ai commencé par me demander si c'était possible de vivre une vie bas carbone, à quoi ça pouvait ressembler. Et j'ai réalisé qu'il existe des peuples qui vivent ainsi depuis des millénaires. C'est ceux qu'on appelle les peuples premiers. Vous savez, les San, les Himba, les Maasai. Alors, après un petit peu de réflexion, avec mon épouse et nos 3 filles de 4, 8 et 10 ans à l'époque, on a pris ce qui sera sans doute le dernier avion de notre vie pour aller vivre auprès d'eux pendant 1 an. Avec nos 2 tantes, on est allé à leur rencontre, expérimenter ce que c'est qu'une vie bas carbone, sans eau courante, sans électricité, sans douche, sans électroménager, sans confort. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble? Là, je vous emmène. Il faut se rendre compte que le matin, par exemple, pour se faire un thé, bon déjà il faut de l'eau, mais même là ensuite, il faut la faire bouillir, donc il faut trouver du bois, aller le chercher, le couper, le ramener, faire bouillir l'eau. C'est simple, le matin pour un simple thé, ça nous prenait 45 minutes. Chez les Himba, on a vu les femmes piler des grains toute la matinée, juste pour préparer la potée du midi, et puis tout l'après-midi pour préparer celle du soir. Nous-mêmes, les tâches quotidiennes, trouver à manger, trouver de l'eau, faire la lessive, etc., ça nous prenait jusqu'à 6 heures par jour. Et en fait, on ne le réalise pas toujours, mais c'est un peu ce que nos grands-parents ont connu.
sans accès à l'énergie abondante et peu chère, on passe le plus clair de son temps aux tâches quotidiennes. Et puis là, je dois vous parler de Petro. Petro, c'est un chaman de la tribu des Maasai. Quand il nous a croisés en lisière de forêt, en train de préparer notre campement, il nous a tout de suite invités à le rejoindre à son village. Avec beaucoup d'hospitalité, il nous a présenté à tout le monde. On a été reçus comme des rois. Tout le monde s'est habillé en tenue traditionnelle Maasai que normalement, on ne met que pour les mariages ou éventuellement pour aller à la guerre. Les Maasai, ils vivent de façon durable depuis toujours. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Je me souviens bien que pour l'eau, on allait la chercher à pied, à 2 km, on la puisait, on la ramenait par seau. Pour faire le feu, il nous a montré la technique traditionnelle, comme on voit à la télé, en frottant les bouts de bois. Ben, pour une première petite flamme, ça nous a pris 3 quarts d'heure. À propos de feu, quelques jours avant qu'on arrive, malheureusement, un bébé était tombé dans le feu, il avait encore la peau de la main purulente. Je me souviens bien, la seule chose qu'ils ont pu appliquer dessus, c'était de la poudre de coquillage. Donc il en gardera des traces à vie. J'ai des dizaines d'autres exemples qu'on a expérimentés pour vous dire que des vies bas carbone, ça existe. Mais en tout cas, celles que nous, on a expérimentées, elles étaient arides, dures, sans accès à ce qu'on considère, nous, comme un minimum. Et donc, je me suis demandé s'il n'existait pas un juste milieu. Une vie qui soit durable, ok, mais un minimum confortable quand même. Et en fait, si on symbolise, à ce moment-là, on vivait une vie où on avait un accès insuffisant à l'eau, la nourriture, la santé, l'éducation, etc. Ce qu'on appelle les nécessités de vie. On était en dessous de ce qu'on appelle le plancher social, ici symbolisé par le cercle bleu. Avant de partir, bien sûr, on avait accès à tout ça, mais si on regarde les frontières planétaires, changement climatique, perte de biodiversité, etc., notre mode de vie occidental nous place bien en dépassement de ces frontières, très loin au-delà de ce grand cercle bleu. Et si on combine ces deux graphes, on voit qu'il existe une zone au centre qui est au-dessus du plancher social, mais en dessous des frontières planétaires, et c'est un écosystème qui est sûr et durable pour l'humanité. Si ça vous intéresse, ça s'appelle la théorie du donut. Bon, c'est hyper simple à comprendre, et pourtant on n'y arrive pas. Et je me suis demandé pourquoi. Et il s'est passé quelque chose qui m'a fait comprendre. C'était le soir, on installait le campement, et puis Petro, plutôt que de dormir dans sa cabane, il est venu allonger à côté une peau de chèvre pour dormir à la belle étoile, pour surveiller que les hyènes ne viennent pas nous croquer les orteils. Plutôt sympa. Et donc on regarde les étoiles, et il nous avait tellement donné toute la journée, il nous avait expliqué tout ce qu'il savait de la médecine traditionnelle Maasai, comment il préparait ses médicaments à partir de plantes. J'ai voulu aussi lui partager quelque chose que je savais, et donc en l'occurrence de l'astronomie. Et donc, je commence par lui demander s'il sait que la lumière des étoiles a mis des milliers d'années, parfois plus, à nous parvenir, et que donc entre-temps elles ont bougé. Celles qu'on croit voir ne sont plus là. Peut-être même certaines ont pu mourir sans qu'on le sache encore, le temps que la lumière nous parvienne. Oh, il me regarde. Il regarde les étoiles. Il me regarde à nouveau. Et avec un grand sourire que j'oublierai jamais, il me dit « Pas bien sûr que non. Ça se voit que c'est pas comme ça. Ça se voit qu'elles sont accrochées. » Et c'est là que j'ai eu le déclic, parce que la situation peut prêter à sourire, mais Petro, nous, on est pareil. On perçoit le monde qui nous entoure, comme on voit les étoiles, avec nos sens. Et on pense que ça nous permet de le comprendre. Petro, sans accès à la connaissance que les scientifiques nous ont apportée, il voit une simple voûte étoilée. Ok. Mais nous ici, dans nos fauteuils, qui n'avons pas lu les rapports du GIEC, on pense que la majeure partie de l'énergie qu'on consomme vient du nucléaire, et qu'acheter local, c'est forcément mieux que d'acheter des fruits exotiques. Alors sur ces sujets, pour le nucléaire, sachez que vous avez confondu
énergie et électricité, qui ne sont pas du tout la même chose. La majeure partie de notre électricité, bien sûr, vient du nucléaire, mais c'est qu'une partie de notre énergie qui provient encore, en France, majoritairement d'hydrocarbures. Et sur l'alimentation, sachez que la contribution du transport maritime au réchauffement climatique pour un aliment, elle est infime en regard de la nature de l'aliment et de la façon dont on la fait pousser. C'est pour ça que de l'ananas ou de la grenade peuvent très bien avoir une empreinte carbone très très inférieure, en étant produites loin, à du poireau, de l'artichaut, de la mâche, qui sont bien de chez nous. En fait, c'est tout à fait contre-intuitif. Tout ça pour vous dire que, en matière d'environnement, le bon sens, ça n'existe pas. Et donc c'est là-bas, allongé à côté d'un chaman Maasai au milieu de la savane, à regarder les étoiles, que j'ai compris que le combat de ma vie désormais, ce serait de lutter contre le changement climatique. Et pour faire ça, je veux aider à provoquer dans les esprits une sorte de révolution copernicienne. Vous savez, c'est ce moment où on regarde les étoiles et tout bascule en nous quand on comprend qu'on n'est pas au centre et que ce qu'on voit, c'est pas vraiment ce qui existe. Mais pour que cette révolution copernicienne environnementale arrive, la première chose à faire, c'est accepter qu'en matière d'environnement, on pense savoir. On pense savoir, mais on n'y connaît pas grand-chose. Se départir de son bon sens, se remettre en posture d'humilité et accepter de prendre quelques heures pour se former sur ce sujet qui est vital. Moi, désormais, j'en ai fait mon métier. Je forme des citoyens, des chefs d'entreprise, des salariés, des politiques, des journalistes sur les enjeux climatiques. Et je sais que ça marche. Parce qu'à la fin des ateliers, ils viennent me parler de prise de conscience. Ils me disent que, ok, je pensais savoir la viande rouge, la voiture électrique, tout ça, mais là j'ai pris conscience. Et moi personnellement, si maintenant je passe 100% de mon temps et toute mon énergie dans cette activité, c'est parce que la chose la plus précieuse avec laquelle je reviens de ce voyage, plus précieuse que de l'apprentissage, plus précieuse que des photos, plus précieuse que des rencontres, la chose la plus précieuse avec laquelle je reviens, c'est une réponse. La réponse à la future question de mes enfants, vous vous souvenez? Quand elles me demanderont « Et toi, papa, quand t'as su? Qu'est-ce que t'as fait ?» Maintenant, je pourrais leur dire « J'ai fait tout ce que j'ai pu. » Merci beaucoup.